Mois d'octobre, mois du consommant local tel que l'a décrété le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'idée étant de mettre en vedette la transformation locale tout un mois durant. Mais ce qui est surtout attendu, c'est que la préférence des Béninois au moment de l'acte d'achat aille vers des produits made in Bénin, que ce soit dans l'agroalimentaire, le textile, l'artisanat, la décoration, etc. C'est une velléité également d'accroître à terme la part des produits locaux dans le produit intérieur brut. À cet objectif, les corollaires sont nombreux et très engageants. Alors, quelle est la réelle sensibilité des consommateurs béninois face au consommant local, au-delà du slogan? Que dit réellement le terrain? Quels sont les goulots d'étranglement? Quel est finalement le coût du consommant local? Ce coût est-il assez compétitif pour lutter contre les produits étrangers? Existe-t-il des voies et moyens d'améliorer la performance de nos petites et moyennes entreprises? Ce sont ces quelques sujets que nous allons aborder au cours du débat technique de ce soir. Et avec moi sur ce plateau, je vais commencer par Mabel Adekambi, chef d'entreprise. Bonsoir. À sa droite, Martin Augustin, économiste financier. Bonsoir. Bonsoir. Et Majidi Zine, consultant en développement local et financement de projets. Bonsoir. Bonsoir. Alors, allons très prosaïquement et très concrètement. Qu'est-ce que vous inspire le consommant local? Ok, merci beaucoup. Le consommant local, cela veut dire tout simplement, les gens souhaitent que nous consommons ce qui est produit par les Béninois. C'est ce que je comprends par consommant local. Donc, consommer les biens et services produits sur le territoire béninois, donc par les entreprises installées au Bénin. Voilà, c'est ce que je comprends par cela. Le consommant local, quel entendement vous avez de cela? Merci beaucoup. C'est la même compréhension que j'ai. Consommer local, c'est consommer ce qui est produit sur le territoire national, produit par les Béninois, par des entrepreneurs béninois. C'est ce que j'appelle promouvoir le Made in Bénin. Made in Bénin. D'accord. Moi, je ne vais pas vous poser la même question, Madame Adekambi, parce que vous faites du consommant local. Oui. Vous développez un produit, je le rappelle aux téléspectateurs, King of Soto. C'est une liqueur bien de chez nous, avec, disons, un agrément bien particulier. Je ne vais pas poser la question de la même façon. Est-ce que quand on se lance dans un tel projet, on se dit, je crée un produit que je mets sur le marché pour satisfaire tel besoin, ou simplement, il y a est-ce que je ne dirais pas, est-ce que c'était un acte militant? Est-ce qu'il y avait un peu de ça? Je vais créer un produit purement béninois pour les Béninois. Ou c'est simplement, on crée une entreprise, on crée un produit, et puis on essaie. Alors, c'est vrai que nous, en particulier, on a voulu mettre en valeur un produit béninois. On n'a pas voulu créer un produit, on a voulu mettre en valeur, dire aux gens, en réalité, le produit que vous minimisez, que nous minimisons tous, ça peut faire quelque chose de grand. C'est quelque chose de magnifique, en fait. On a voulu le mettre en valeur. C'est principalement ça. Principalement oui. Ça. Donc, au-delà de l'acte de créer une entreprise, il y a quand même la volonté de mettre en valeur ce qu'il y a de chez nous. Je reste avec vous. Est-ce que ça va de soi? Quand on dit aux gens consommer, est-ce que, avec votre expérience du terrain, est-ce que ça va de soi? Est-ce que quand on le dit aux gens, il y a une certaine résonance? On dit, bon, est-ce que les gens, pour être concret, dans les actes d'achat, est-ce que vous pensez, je ne sais pas si vous avez fait des enquêtes là-dessus, est-ce que l'acte, l'une des motivations principales pour que les Béninois achètent vos produits, est-ce que c'est parce que c'est produit chez nous? D'abord, c'est parce que c'est un bon produit. Alors non, il faut pas résumer, c'est trop facile de résumer comme ça. Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 sortes de consommateurs en temps normal. Il y a des consommateurs qui ont un petit portefeuille, il y a des consommateurs qui ont une petite, moyenne portefeuille, il y a des consommateurs qui ont un gros portefeuille. Donc en fonction du consommateur auquel vous faites face, il va vous dire que lui, il va acheter parce que il en a besoin. Il y en a un autre qui va acheter pour les valeurs que ce produit défend. Et puis il y en a un autre qui va l'acheter pour l'image que ça lui donne. Donc en réalité, ce n'est pas de dire est-ce que les gens vont acheter parce que c'est béninois ou produit localement, mais les gens vont acheter en fonction de du besoin, de leurs besoins qu'ils ont envie de satisfaire. Ok. Je posais la question exprès parce que les gouvernements successifs se sont attaqués
cet impératif. Pratiquement, c'est pratiquement une injonction faite aux consommateurs de consommer béninois. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé le débat au-delà du slogan. C'est devenu un slogan en temps. Ouais. Mais concrètement, elle nous a donné la typologie des différents types de consommateurs. Vous, est-ce que vous avez l'impression que le béninois, l'entendement quelle est la conception que le béninois a de ça, au-delà du slogan? Elle a utilisé un mot qui m'a beaucoup plu. Vous savez, en économie, on parle de l'utilité du bien. Donc, le béninois, le consommateur béninois, il veut bien acheter le produit, il ne fait pas son compatriote. Mais il vise avant tout sa satisfaction. Voilà. Donc, j'ai le choix entre deux produits de même nature, mais l'un me procure l'utilité, c'est-à-dire la satisfaction que je veux. Donc, parfois, je peux fermer les yeux sur son prix. Donc, la question se trouve dans, je veux bien être, c'est pas patriote, mais j'ai d'abord un organisme, j'ai des besoins à satisfaire. Donc, l'enjeu, c'est... Voilà, le portefeuille, tout à fait. Le portefeuille, j'ai des contraintes budgétaires, mais aussi j'ai des besoins à satisfaire. Et donc, le défi est à ce niveau. Il ne suffira pas de décréter, il faudra faire en sorte que ce qui est produit ici satisfasse les attentes du consommateur. C'est le vrai défi. Parce que nous avons beaucoup d'exemples, de contre-exemples. Vous prenez par exemple un produit ces dernières années qui est consommé partout dans le Bénin, tout ce qui est lié aux abonnements pour regarder les chaînes. Oui. Nous avons sur le marché un produit qui, je vais dire, est promu par une entreprise multinationale. Il y a un autre qui était promu par, c'est connu de tous, par des Béninois. Oui. Pourquoi les Béninois n'ont... Pourtant, c'était moins cher par rapport à ce qui est offert par une firme internationale. La question, c'était simple. Est-ce que c'est disponible pour que vous l'achetez? Vous êtes dans un village X, vous n'avez pas la boutique à côté pour l'avoir. Oui. C'est tout le problème qui est là. Les gens aiment bien le compatriote qui est à l'autre, mais ils n'ont pas le produit à leur portée. Ils n'ont pas le service à leur portée. Et donc, malheureusement, ce qui est amené d'ailleurs, qui est disponible partout, à tous les carrefours des villes, il est disponible là où le client veut ça, il a ça. Tout l'enjeu est à ce niveau. Il ne suffit pas de décréter, il faut faire en sorte que ce qui est fait ici est bien, de bonne qualité, accessible. C'est tout l'enjeu de la chose. Parce que on connaît le pouvoir d'achat du Béninois, on connaît le revenu moyen, on a la structure de consommation des ménages. Quel est le poste de dépense qui consomme la plus grosse part du revenu? Et donc, un entrepreneur dans notre environnement doit tenir compte de ces paramètres pour pouvoir définir les paramètres, le prix, la qualité et tout, pour que ce qu'il offre sur le marché, en présence de la compétition internationale, soit accessible au public. Okay. Sur cette même question, le consommant local ne se décrète pas? Non, pas du tout. Le consommant local, ça doit s'attacher aux besoins d'abord des populations. Vous savez, quoi qu'on dise, tout homme est homo economicus, comme on le dit. Et l'homme agit dans son intérêt. Son intérêt, c'est quoi? Il a un éventail, un panier de biens, surtout quand on a affaire à des biens substituables. Et vous voyez, face à un panier de biens, quel est le bien qui me procure le plus d'utilité, qui coûte moins cher? Est-ce que vous voyez? Donc, quels sont ces éléments? C'est d'abord l'homme qui est ainsi, l'homme agit par rationalité. Donc, il voit d'abord l'utilité du produit, la satisfaction que ça va lui procurer, mais en plus de cela, il voit dans, l'éventail de panier. Alors, cet éventail est constitué par rapport à sa zone géographique. Si je suis par exemple au nord et que j'ai besoin par exemple du riz, alors je vais voir quels sont les autres types de riz qu'il y a au niveau d'Amazon. Alors si le riz local n'arrive pas compte, il y a des barrières d'accès au riz local, déjà ça peut sortir du panier de choix du ménage. Donc au-delà du slogan, je pense qu'il va falloir travailler sur d'abord ces entrepreneurs qui produisent au Bénin, quelles sont les autres barrières d'accès? Tout à l'heure, mon ami a mis l'accent sur les coûts d'accès aux produits. Oui. Selon votre
position géographique. Alors, parfois, il y a des entrepreneurs qui finissent de produire, mais ils sont essoufflés pour créer des points de distribution. Alors, donc, il faut éliminer ces barrières, ces coûts d'accès. Aussi bien, d'abord, très souvent, les entrepreneurs déjà font un effort déjà en termes de créativité, un effort pour rendre le produit disponible. Mais l'autre chose, est-ce que cette entreprise, après avoir fait tout ce parcours, a encore le souffle financier pour ouvrir des points? Donc c'est là où vraiment il faut travailler. Aux différents goulots d'étranglement. Oui. Mais focalisons-nous un peu sur les critères, parce que l'éventail que vous avez défini par rapport au consommateur, il y a le prix, la qualité, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est décisif, selon vous, votre expérience? Bon, c'est ma réponse, mais bon. Non, mais franchement, là encore, c'est une question. C'est difficile. Ce qui est décisif pour vous n'est peut-être pas décisif pour moi, ni décisif pour quelqu'un qui a 80 ans, par exemple. Oui. On lui dit d'aller acheter un soda avec 15 morceaux de sucre, de colorant et puis de l'eau. Et on lui propose du jus d'ananas frais pressé. Il ira vers du jus d'ananas frais pressé parce qu'à son âge, peut-être qu'il fait un diabète qu'il n'a pas besoin d'acheter. Mais il faut voir plutôt la cible qu'on est en train de... Quand vous voulez lancer un produit, vous devez définir votre cible. Soit vous avez envie de vendre à la plus basse population et puis vous allez sur des purées de tomates à 50 francs le pot de 50 grammes, ou vous allez sur la classe moyenne qui ont le choix, qui ne peuvent pas aller forcément au marché, qui vont dans les supermarchés et qui achètent plutôt des pots de 700 grammes à 700 francs. Vous voyez la différence de prix? Ou vous allez carrément chez des gens qui sont plus fortunés et vous leur vendez de la tomate fraîche en carton qui coûte peut-être 1000 francs ou 2000 francs le kilo. Donc tout dépend de la cible que vous allez déterminer. Franchement, la cible, il faut définir sa cible avant de se lancer. Sinon, vous allez vous perdre sur le marché. Mais du point de vue des politiques publiques, là on quitte du point de vue de l'entrepreneur qui est face à un produit, du point de vue des politiques publiques. Selon l'architecture de notre économie, qu'est-ce qui est décisif? Je ne parle pas des composantes comme le prix et ainsi de suite. Sur quel levier principal l'État, on ne prend pas les politiques actuelles, même les politiques passées, sur quel levier principalement l'État a toujours compté pour booster déjà d'une part la production locale, parce que sans production locale il n'y a pas de transformation, et arriver vraiment à pouvoir mettre des produits béninois compétitifs sur le marché? Merci beaucoup. Les leviers, vous savez d'abord, comme madame était en train de le dire, tout produit que, à un moment donné, toute entreprise qui crée un produit, développe un bien, un service, compte d'abord sur son marché local. D'accord? Parce que dans tout processus de développement de l'entreprise, avant l'internationalisation, vous devez d'abord conquérir votre marché local. Donc l'enjeu, c'est important de travailler à ce que nos entreprises qui produisent des biens et services utilisent notre marché local pour se confirmer, pour confirmer la qualité de ce qu'ils font, quitte à avoir des ressources suffisantes pour pouvoir aller sortir du territoire et aller ailleurs. Et donc ici, si les politiques publiques peuvent mettre les leviers, ils doivent travailler à faire en sorte que le marché local consomme les produits locaux. Dans une certaine mesure, vous prenez par exemple le programme alimentaire mondial aujourd'hui. Le gouvernement a un programme de soutien aux cantines scolaires. Dans ce contexte, comment dans nos villages, c'est inconcevable qu'on a des producteurs locaux qui font le riz local et que dans les plats des cantines de nos enfants, on consomme du riz importé. J'ai juste donné un exemple. Le gouvernement a ce levier-là, il injecte des ressources dans un programme. Et donc, c'est souhaitable que le même gouvernement fasse en sorte de mettre en relation les acteurs locaux qui offrent des biens utiles pour gérer ce programme, bien sûr, qui respectent les conditions de normes et de choses. Parce que les pouvoirs publics stimulent à travers des subventions, des mesures de facilitation pour faire en sorte que nos entreprises arrivent à faire chose. Vous voyez sur les réseaux sociaux tous les jours, on donne souvent l'exemple d'un pays comme le Burkina Faso. Vous voyez des officiels
se vêtir. Là, vous parlez du textile. Voilà, le textile. Vous voyez, il donne l'exemple. Voilà, donc vous donne l'exemple et tout le monde est content de vanter le modèle de ce pays. Donc, il y a des symboles aussi. Dans nos écoles, nos kakis, nos tenues kakis, dans nos écoles, les enfants consomment de la bouillie, n'est-ce pas? C'est fait à base de quelque chose, du sucre. Dans les ateliers qu'on organise un peu partout dans le pays, vous voyez, à la pause café, à la pause déjeuner, qu'est-ce qu'on nous sert? Il y a des infusions locales qu'on peut faire en sorte qu'on nous sert, mais c'est des marques importées qu'on nous sert comme thé et tout ça. Vous voyez, c'est les pouvoirs publics qui injectent des ressources énormes dans l'organisation des séminaires, des ateliers. C'est des exemples palpables. Donc, en dehors de l'outil fiscal, il y a aussi des subventions, mais il y a aussi d'autres formes d'incitation qui permettent de rendre compétitif ce que nous produisons localement. Parce que c'est déjà testé par les consommateurs locaux, confrontés. Parce que le même consommateur local a ce qui est importé, il compare les goûts, il a ses exigences, ça amène nos entrepreneurs à s'améliorer. Donc, il faut utiliser ces leviers indirectement pour encourager la production locale à faire en sorte de conquérir le marché local, de s'affirmer vis-à-vis de ce qui est importé. Je vais être un peu taquin. Est-ce qu'il faut, comme certains aiment à le dire, par exemple, pour protéger ce qui est déjà fait ici, mettre des quotas d'importation sur certains produits, par exemple? Vous savez, tout dépend de la politique publique, de l'objectif des politiques publiques. Alors, dans un passé récent, je me rappelle bien, dans la loi des finances, il est clairement dit pour les achats, pour les commandes publiques, il faudrait que, je pense, je ne me rappelle plus des proportions, mais 60% doit être produit localement et 40% peut être complété par une importation. Et donc, moi, je trouvais ça bien, ce qui encourageait, par exemple, quand je prends les mobiliers, d'encourager nos menuisiers et autres. Donc, c'est quand même, c'est ce que monsieur, mon ami disait tout à l'heure, à savoir, il ne faut pas seulement accorder des subventions, mais il faut baliser le terrain pour la consommation, pour booster la consommation locale. Donc, très souvent, on ne va pas au bout des politiques publiques. C'est-à-dire, on dit, bon, on soutient ici, on fait des subventions, mais il faut accompagner par des mesures. L'exemple, par exemple, cette mesure qui a été prise, je n'ai pas observé, c'est pas cette année, je n'ai pas observé, mais c'était quelque chose qu'on devait pérenniser. C'était une très bonne mesure qu'on devait pérenniser. Alors, donc, pour revenir à votre question, oui. À savoir, les leviers que l'État, dont l'État dispose pour des quotas d'importation. Pour les quotas d'importation déjà, oui. Déjà, l'État peut imposer des quotas d'importation parce que d'abord, la première personne, la première autorité à protéger les producteurs, c'est l'État. Les autres pays, ils protègent leurs producteurs. Ils les protègent pour ne pas être envahis par la production étrangère, ils accordent des subventions, donc ils protègent. Donc cela relève de la souveraineté d'un pays de dire je protège mes producteurs de riz, mes producteurs, mes artisans. C'est normal de prendre ces mesures. Maintenant, évidemment, il y a un dialogue qui doit se faire à un niveau supra, au niveau de l'OMC, par rapport aux règles, les règles de protection. Mais je pense que pour nous, les pays africains, comme les pays comme le Bénin, nous devons davantage plus regarder. Vous prenez des pays comme le Cameroun, ils sont très pointus. Tu ne peux pas créer une entreprise au Cameroun, par exemple, et si tu ne te mets pas en liaison avec un Camerounais, c'est impossible. Alors, est-ce que nous avons des mesures du genre au Bénin? Je ne sais pas, ce qui fait que vous allez au Cameroun, par exemple, et la plupart, quand on voit les grands immeubles, ça n'appartient pas à ça appartient à des autochtones. Mais chez nous, quelle est la part du marché qui revient au Béninois? Donc, il y a des mesures vraiment internes, ce n'est pas pour chasser les autres, mais le gouvernement doit d'abord protéger ses producteurs locaux en mettant en place des mesures barrières à l'entrée sur le marché et au niveau, après avoir fait ça, au niveau interne, prendre des mesures, des circulaires ou je dirais même des mesures réglementaires pour dire voilà comment on souhaite qu'on le fasse. Mais on peut aussi parler par les actes. Au-delà des mesures, il faut aussi parler, il faut qu'on communique à travers
nous-mêmes notre attitude. Et cette communication, je dis, il faut aussi faire une analyse à la base pour voir ce que nous regardons, ce que nous entendons tous les jours, forge en fait notre perception de ce que nous concevons. Déjà un enfant, vous savez, de 0 à 7 ans, l'enfant apprend par hypnose, c'est-à-dire que tout ce que l'enfant observe, c'est ça qu'il enregistre. Alors, qu'est-ce que nous diffusons sur nos chaînes de télévision? Ça déjà prépare, c'est-à-dire le consommation local se prépare déjà depuis l'enfance. Vous voyez, il y a des enfants qui grandissent, disent non, moi je ne mange pas tel, mais parce que depuis son enfance, on l'a habitué à autre chose. Qu'est-ce qu'il regarde? Quelles sont les publicités qu'on diffuse? On diffuse des publicités sur Coca-Cola, ceci. Combien de fois on a fait des publicités sur King Soda? Combien de fois on a fait publicité sur nos jus d'ananas? Donc tout ça là, c'est un formatage en fait de notre psychologie. Et moi je pense, au-delà, il ne faut pas voir la question, la problématique d'un seul bout. Il faut déjà commencer. C'est un travail qui doit se faire en amont et dans la durée. Ok, d'accord. En parlant pour être concret, par rapport aux mesures, je ne vous poserai pas la même question par rapport au levier. Posez-moi la question. Oui, bon, je vous pose la question. Ce qui est surprenant parce que... Elle peut formuler des doléances. Oui, non, en fait, je voudrais venir là-dessus parce que, en fait, quand on est dans votre position, est-ce que, c'est la même problématique, la même question, mais posée autrement, est-ce que vous, par exemple, de façon très concrète, vous vous sentez accompagné? Alors, nous voyons pas, vraiment, c'est assez difficile parce que moi, je suis en même temps patriote, capitaliste et puis mère. Oui. Ce que je veux dire, c'est que je suis en même temps celle qui s'occupe du panier de la ménagère chez moi. Oui. Je suis en même temps celle qui est béninoise et je suis en même temps chef d'entreprise. Oui. Donc, j'ai 3 rôles. En tant que mère, quand je vais au marché, je sais ce que je gagne. Oui. En fait, quand je sais quel est mon revenu. Oui. Donc, quand je vais au marché pour faire les courses pour la maison, évidemment, s'il y a des produits sur lesquels on met un embargo à la douane et les prix augmentent, ça influence automatiquement sur mon panier. Et donc, du coup, forcément, soit des choses diminuent, soit je consomme je ne consomme plus certains produits, soit le panier de la ménagère me revient plus cher et je vais râler. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bon. Maintenant, en tant que patriote, je vais dire que, ok, c'est bien de consommer local, mais est-ce que moi-même, en tant que producteur local, est-ce que je suis en mesure de produire autant pour satisfaire la demande qui est sur le marché? Donc, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à cet embargo-là, au niveau des leviers, ce n'est pas seulement bon de mettre des leviers, mais il faut aussi accompagner les entrepreneurs à devenir industriels. Il faut industrialiser. Si on n'industrialise pas, ce n'est pas les petits producteurs comme nous qui pourront produire suffisamment pour tout. Même Cotonou, on n'y arrivera pas. Avec nos petites productions, c'est pas possible. Il faut de grandes industries. Et pour avoir de grandes industries, il faut qu'on injecte du financement, mais c'est pas seulement du financement. Il faut un accompagnement dans la gestion, un accompagnement d'experts. Parce qu'une industrie, c'est des machines. Nous, on est juste producteurs. On n'y connaît rien de tout ça. Donc, il faut qu'on nous accompagne en formation, en coaching, mais aussi en investissement. Donc, c'est pas seulement... C'est tout un programme, en fait. Il ne faut pas juste mettre des leviers au niveau de la... Et puis, si vous empêchez les Béninois aujourd'hui de consommer... je vais prendre un exemple. De consommer peut-être du ketchup. Oui. Je prends du ketchup. Vous dites, ok, on arrête de ramener du ketchup dans le pays. Les gens vont arrêter d'en consommer. Mais si une Béninoise comme moi se lève et décide de créer son industrie spécialisée, parce qu'il y a plein de tomates faites là-bas pour masser, et décide de faire du ketchup, et met ça sur le marché, les consommateurs auront déjà disparu. Il n'y aura plus de consommateurs parce qu'il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas eu tout de suite un produit de substitution. Voilà, c'est ça. Donc je crois que c'est plus un ensemble plutôt que de dire on va mettre un levier à la douane pour diminuer, augmenter, que ça coûte cher. Non, non. Il faut que ce soit vraiment dans un programme d'ensemble. Okay. Vous permettez que je réagisse sur cet aspect, elle a raison. Vous savez, on ne peut plus évoluer en autarcie. On ne peut plus revenir en arrière où on va s'enfermer, puisque derrière nos entreprises, ce qu'elle est en train de dire, si elle-même elle arrive à satisfaire le marché local, elle a besoin d'aller à l'extérieur. Donc la réciprocité. Si on fermait, on ferme,
les autres aussi vont fermer à ce que nous produisons aussi ici. Bref, aujourd'hui, d'ailleurs, la configuration aujourd'hui de notre économie, vous savez, les ressources du pays proviennent majoritairement des recettes de douane, de la fiscalité intérieure et puis la fiscalité du port. Cela veut dire quoi? Alors que, oui, nous, en tant que pouvoir public, le pouvoir public veut encourager le consommation local. Combien de nos entreprises, petites entreprises locales sont formelles et payent les impôts parce qu'il faut la contrepartie. Je supprime. Comment je mobilise, je compense le manque à gagner. Donc c'est un processus. Il faut que l'État commence à amener les gens à se formaliser, les accompagner, ils se formalisent et ils contribuent à la mobilisation des ressources. Et comme ça, en termes de mesures d'accompagnement, je fais ça. Sinon, je fais ça du jour au lendemain, les comptes publics seront déséquilibrés. Donc, sinon, c'est une mesure sanitaire sur un certain nombre de catégories de produits. Des trucs de première nécessité. Vous allez en Côte d'Ivoire, le poulet, ce n'est pas comme chez nous ici. Le poulet qui est consommé en Côte d'Ivoire est majoritairement produit en Côte d'Ivoire. Et donc, entre-temps, ils ont eu le temps de développer les capacités de production intérieure. Donc, c'est comme elle a dit, c'est une série. Il faut avoir une politique ambitieuse pour le faire sur 5-10 ans pour arriver à créer la masse critique locale, les capacités de production, ressources humaines, formation, spécialisation. On a des zones économiques spéciales qui sont créées, mais est-ce qu'elles sont valorisées? Et donc, si je veux produire compétitif, il faut que les conditions le permettent. Je vais m'installer quelque part où je dois tout faire moi-même. Je vais amener l'énergie. Je vais viabiliser le terrain. Je vais tout faire. Ailleurs, on crée des zones où tout est déjà fait. Tu viens avec ton ordinateur, tu t'installes seulement. Et tu commences à travailler. Voilà les compléments que je voudrais... Oui, je voulais rester avec vous pour évoquer une question. On parlait des barrières à l'entrée. Oui. Il y a la question c'est une question idéologique, la question des subventions. Oui. Est-ce que c'est forcément mauvais? Parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui disent bon, les subventions c'est un jeu à somme nulle. Au Nigeria à côté, on veut supprimer la subvention sur le carburant et on a vu que ça a coûté une élection à un président. Sur la question des subventions, est-ce qu'une subvention, c'est toujours une bonne idée? Nous devons dépasser les débats idéologiques. Même ceux qui nous disent de faire du libéralisme font du protectionnalisme tous les jours. Le niveau de développement de nos pays exige que nous fonctionnons d'une certaine manière. Sinon, nos producteurs, sans subvention des intrants et choses, ils ne seront pas compétitifs. D'ailleurs, même pour les locaux. Vous comprenez? Nous avons un pouvoir d'achat faible. Si on me produit le riz qui me revient peut-être à 1000 francs le kilo, alors que ce qui vient de l'autre côté, je ne vais pas acheter ce que mon compatriote a produit. Donc, les subventions, l'État finance la formation. L'État réalise de grands investissements qui permettent aux producteurs de produire en toute saison et qui ont la maîtrise de l'eau. C'est ça le rôle de l'État, à travers les investissements massifs pour améliorer les capacités de production. Dans l'agriculture, c'est des aménagements hydro-agricoles à maîtrise totale de l'eau, ce qui permet de dépasser la culture pluviale. Voilà. Et donc, ça, c'est le rôle des pouvoirs publics que les autres ont fait depuis. Regardez les pays maghrébins. Ils ont réalisé des systèmes d'irrigation de goutte à goutte depuis les années 50. Des barrages un peu partout. Nous, on est encore à parler d'aménagement sommaire. Pomme d'arrosage. Voilà, d'aménagement sommaire. C'est grave. Donc, ce n'est pas la subvention telle qu'on le voit ailleurs. Ici, il s'agit pour l'État de faire les choses basiques. Investissement public massif dans nos capacités de production. Et après, regardez les marchés. Il n'appartient pas à nos femmes de construire les marchés. C'est les pouvoirs publics qui doivent le faire. Pour créer les conditions. C'est en train d'être fait. Oui, une partie. Il n'y a que 35 pour tout le Bénin. C'est largement insuffisant. Mais c'est quelque chose. Voilà. Donc, c'est massif. On doit dépasser les débats idéologiques. Nous sommes à un stade de développement qui nécessite encore un rôle important d'impulsion de l'État, des pouvoirs publics.
pour créer des conditions minimales de créativité et d'innovation pour nos entreprises. Oui. Les gens peinent encore à régler les choses élémentaires. Vous comprenez? Ce n'est que récemment que l'État a décrété le branchement pour les PME là, gratuit. Soneb, après 60 ans. Vous voyez, rien que beaucoup de petites unités ont fermé ici du fait que l'énergie n'est pas venue à temps. Je ne veux pas donner des noms. Ils ont acquis des équipements et la société, on doit amener un transformateur quelque part pour alimenter l'unité. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Tes équipements ont eu le temps de vieillir. Oui. L'État a encore un rôle important à jouer comme catalyseur pour créer les conditions minimales pour favoriser l'innovation, la créativité. Sur la même question. Oui, sur la même question, j'abonde dans le même sens que mon ami. Monsieur Madidi. Monsieur Madidi, voilà. Autant pour moi, hein, Monsieur Madidi. J'abonde dans le même sens, la subvention doit révertir, doit s'adapter au contexte. Dans d'autres pays, c'est peut-être des subventions en numéraire qu'on donne, mais chez nous, il faut soutenir la capacité de production. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut que l'État investisse massivement dans la capacité de production des entreprises béninoises. Et par rapport à cela, bon, il y a effectivement, bon, déjà, on peut faire des branchements. Bon, dans un passé récent, on n'avait pas fait cela, donc c'est déjà une avancée, mais il faut vraiment accélérer cela parce que la compétition internationale va à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, vous pouvez acquérir un équipement, demain déjà c'est dépassé. Et puis, comment dire, nous avons aujourd'hui les boulevards de l'information, les canaux de transmission, ça va vite, ce qui veut dire qu'un entrepreneur peut acquérir une machine aujourd'hui, déjà demain c'est dépassé. Alors, non seulement il faut rattraper, réduire, je ne dis pas rattraper, réduire l'écart, mais l'autre chose, c'est qu'il faut pouvoir en fait pousser nos entreprises à s'aligner sur les normes de qualité. Parce que c'est aussi une barrière pour la compétitivité de nos entreprises. Aujourd'hui, vous avez dit, est-ce que tu as la certification ISO, est-ce que ceci, pour que certains produits soient vendus sur certains marchés, il faut de la certification. La certification va depuis la production, depuis la culture jusqu'à la sortie du produit. Est-ce que en ce moment, les gens sont déjà, c'est-à-dire les plateformes de production sont déjà mises en place. Nous, on est à l'étape primaire où on n'a pas encore les facteurs de production basiques, l'électricité, l'eau, les aménagements. Donc, vous voyez, nous avons la subvention, au lieu même de distribuer, nous avons vu des cas de programmes où on distribuait l'argent aux jeunes. Il vaut mieux même envoyer pour aller créer des conditions de création de cette entreprise. Parce que certains ont fui avec des ressources parce que aussi de ce côté, on n'a pas eu l'accompagnement, de coaching nécessaire. Mais déjà, il faut qu'on nourrit la subvention ou que si je décide de créer une entreprise, que je ne sois pas confronté au problème de comment je vais l'électricité, l'eau. Donc, ce sont ces barrières d'abord qu'il faut lever pour rendre compétitif. Parce que le consommation local, je vous dis, tout homme réfléchi et rationnel par nature, va voir si le bien que vous proposez est substituable, tout de suite voir quel est le bien qui me procure la même utilité qui est moins cher. Ça vient de l'extérieur, il l'achète. Oui. C'est d'abord ça, parce que c'est le prix et le revenu qui détermine les choix. Okay. Je voulais savoir, quelle est votre expérience de l'accompagnement public? Alors, alors, je suis très bien ici parce que nous, on a eu 0 accompagnement public en termes de subventions. C'est clair. Et on n'a pas eu, en tout cas, des subventions monétaires. On a eu un accompagnement de la NPME. C'est pour ça que je cite la NPME partout où je passe, parce qu'ils nous ont accompagnés en termes de communication. Mais on n'est pas forcément plus frustrés parce qu'on n'a pas eu de subvention ni d'accompagnement. Parce qu'en réalité, le gouvernement, moi je dis toujours que le gouvernement ne peut pas tout faire. Il va cibler on va partir. Si j'étais à la place du gouvernement, je vais partir
à la base déjà. Je vais essayer de régler les problèmes à la base. Comme il a dit, maraîchage, production agricole, etc., etc. Alors, nous, les producteurs, Les transformateurs. les petits transformateurs, évidemment, nous ne sommes pas un problème. Je ne vais pas dire un problème clé. Parce que si je dis les gens vont me fusiller. Mais en réalité, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui dorment encore affamés, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas... Il y a des problèmes beaucoup plus basiques. Donc, généralement, ce que je dis à mes collègues entrepreneurs, c'est que si le gouvernement, on sait que nous, on nous a toujours dit non. Si on sait que le gouvernement ne peut pas nous aider, pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous entraider? Ça, c'est vraiment le gros défi du Béninois. Parce que on va dans une zone. Vous allez au supermarché, vous voulez acheter du jus d'ananas, vous avez 20 marques de jus d'ananas. Oui. Et chaque bouteille de jus d'ananas coûte 500 francs. À quel moment un consommateur lambda veut acheter du coca? On repart sur un exemple de coca. Va trouver du coca à 250 et va trouver du jus d'ananas à 500 francs et ira acheter du jus d'ananas à 500 francs. Ce n'est pas possible. Et si vous demandez, chaque producteur de jus d'ananas va vous dire qu'il a acheté une machine de presse de jus d'ananas qui coûte 550 000 à 600 000. Donc ils sont 20 producteurs d'ananas. Ils ont acheté chacun une machine de 550 000 qu'ils utilisent peut-être à un rendement de 10 ou 20% par mois. Vous imaginez? Ça veut dire que s'ils auraient pu se mettre à 10 pour une machine, mutualiser les coûts et les rendements et utiliser la machine à plein temps sur un mois, ils auraient pu l'utiliser 30 jours sur 30. Et donc, le jus aurait pu revenir à 100 francs ou 150. Et ça, l'État n'a pas besoin de faire ça. Même si l'État apporte le courant, l'eau, tout ce que vous voulez, si à un moment donné, nous les entrepreneurs, nous-mêmes, n'apprenons pas à calculer en fait et à regarder notre marché, le marché auquel on s'adresse, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on mutualise nos efforts, qu'on se mette ensemble pour travailler. Parce que le monde ira toujours beaucoup plus vite. Et l'État n'ira jamais aussi vite que le monde. Parce que, en réalité, si le monde va vite, c'est parce que c'est les privés, les capitalistes qui vont vite. Ce n'est pas l'État qui va vite. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, dans la fixation du prix d'un produit, il y a aussi les taxes. Est-ce qu'il y a un régime fiscal spécifique, par exemple pour les petites et moyennes entreprises, à part, comment on va dire, la TPS, la TPS, tout ce qui a été fait comme aménagement. Vous voyez ce qu'elle dit, abandonner d'abord les taxes. Oui. C'est une question, le prix de revient. Si, pour profiter des économies d'échelle. Vous voyez, nos gens transforment une tonne d'ananas, le coût de revient d'une bouteille, comme elle est en train de dire, si c'était dans une unité où on fait 40 tonnes d'un seul coup, vous voyez, ce ne serait pas la même chose. Ils ont une grande capacité de transformation et donc ils auront une force. D'ailleurs, si c'est tout un système, aujourd'hui on parle de cluster. Il y a des démarches de cluster qui sont en train d'être promues pour avoir des structures d'une certaine taille. Si nous prenons dans le domaine de la transformation l'exemple qu'elle a donné, aujourd'hui nous avons une entreprise qui dépasse tout ce qui existait depuis. Je ne vais pas donner le nom, mais si vous voulez, Blue Sky. Tout ce qui existait, une seule entreprise est arrivée, sa capacité dépasse tout ce qui existe. N'attendez pas de celle-là, d'avoir les mêmes coûts de revient que ceux qui existent. Le management, tout est, vous voyez, le numérique, vous comprenez, on a automatisé un certain nombre de choses. Donc, c'est vers la professionnalisation que nous devons aller. Faire en sorte d'avoir des structures de taille critique, de taille moyenne. Apprendre aux nôtres à se mettre ensemble et à bosser ensemble pour proposer ce qui est compétitif sur le marché. Comment se fait-il que ce qui a quitté la Chine à des milliers de kilomètres vient ici moins cher que le riz qui vient de la Thaïlande? Après avoir supporté le coût du transport maritime, et tout ça devient moins cher que ce que nous faisons ici. Donc tout est alors dans nos méthodes ici, de travail, de production. Le coût le coût de revient est très cher. Évidemment, si les facteurs que nous étions, les conditions dont nous parlions n'étaient pas réunies, cela a un incident. Donc, les impôts, il y en a dans tous les pays. Donc, ce n'est pas les taxes le problème. Dans tous les pays, il y a les impôts. Donc, le vrai déterminant, c'est comment nous améliorons notre productivité. Les investissements qu'il faut dans le capital humain, dans
l'ingénierie, dans les logiciels, dans les applications, dans les process qui nous permettent d'être compétitifs. C'est tout l'enjeu. Il y a eu des programmes d'appui à la mise à niveau des entreprises, mais qui n'ont pas produit, qui ont produit des résultats mitigés. C'est vers ça qu'il faut aller, amener les nôtres à mettre sur le marché ce qui est compétitif. Ce qu'elle fait. Nous avons des zones de prédilection du palmier à huile. On est d'accord. Si on professionnalise ceux qui sont dans la transformation du vin de palme, je donne l'exemple pour son activité. Sur toute la ligne, elle se positionne à un niveau donné. Si sur toute la ligne, ces intrants en amont lui reviennent moins cher, son prix final aussi va ressentir cela. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on travaille à professionnaliser les acteurs à tous les niveaux pour que les prix reflètent les tendances du marché. Sinon, et donc, parce que chaque fois, vous voyez les entreprises, on agite la fiscalité. Partout, dans tout le pays, il y a la fiscalité. Revenons au vrai problème de compétences à tous les niveaux. Ce qui fait que les coûts de consommation intermédiaire reviennent moins cher. C'est de cela qu'il s'agit. Le transport seul, du fait qu'il n'y a pas de transport rural, l'offre de transport aujourd'hui est concentrée dans les zones urbaines. Prenez tous nos transformateurs d'ananas. Ils ont des difficultés pour transporter l'ananas des champs vers leur unité de production. Les routes sont dégradées. Oui, mais il y a tout un programme d'aménagement des pistes rurales. Comme chaque année, tous les gouvernements l'ont fait. Donc, je n'ai évoqué qu'un seul exemple de tout ce qui vient greffer, c'est-à-dire greffer le coût de revient. Voilà. Et donc, si tous ces éléments, c'est ça le rôle justement de l'État. Nous n'avons pas une chambre froide. Nous n'avons pas, dans la filière nana, nous n'avons pas d'aide de conditionnement. Si. Non, on n'a qu'une seule à l'aéroport. Pour quelle zone de production? On va quitter Tofa pour amener ici. On va quitter Toribosito pour passer par où pour arriver ici. Voilà. On devrait l'avoir à côté. C'est ce qu'il y a partout ailleurs. On a de sérieux problèmes en amont de tous les maillons et c'est ça qu'il faut attaquer. On a besoin d'une vraie politique industrielle, d'un vrai ministère de l'industrie. C'est très important. Oui, d'un vrai. Oui, je vous laisse comme ça. Ok, sur la même question, améliorer la productivité. C'est là où. Oui, il faut voir le problème sous deux angles. Sous l'angle structurel et sous l'angle conjoncturel. C'est-à-dire que nos actions du présent doivent régler à la fois les problèmes de l'heure, mais en même temps poser les bases du futur. Alors depuis 90, si je prends par exemple, du point de vue compétences, nous avons réellement des problèmes de compétences. Nous avons fait on a opté pour la démocratie. On a dit que nous avons opté pour le libéralisme économique. Mais est-ce que notre structure de formation s'est transformée, s'est adaptée? Non. Fondamentalement, non. On a tout de suite, vous avez vu, on a formé pour le tertiaire. On n'a pas formé par exemple pour l'industrie. C'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez la structure du PIB... Il y a des lycées techniques. Oui, mais je dis, on n'a pas préparé, le système éducatif n'a pas formé des industriels, des gens pour créer, pour mettre en place des industries. Pas suffisamment. Non, pas suffisamment. Vous comprenez? Donc, il y a une réforme de fond qui doit s'opérer. Et, je dis, une part encore, on ne peut pas rejeter chaque fois le tort aussi à l'État. Nous-mêmes, on doit se remettre en cause. En tant que formateur, je dois accepter de m'adapter, de me remettre en cause. Aujourd'hui, l'enseignant de 1960, l'enseignant de 90, aujourd'hui tu ne peux plus être enseignant. Tel qu'on enseignait en 90, tu ne peux plus enseigner. Aujourd'hui tu es un facilitateur d'acquisition du savoir. Tu n'es plus un détenteur, un dépositaire d'un savoir parce que aujourd'hui même sans quitter la maison, avec YouTube et autres, je peux me former et avoir la compétence. Et donc je dois être l'enseignant d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut être humble. Est-ce que suffisamment au niveau, à tous les niveaux, est-ce que nos enseignants sont prêts à se remettre en cause? Il faut se remettre en cause et apprendre chaque jour. Mais nous sommes
j'ai parfois l'impression que nous sommes enfermés, que le système scolaire, les enseignants sont enfermés. L'autre chose aussi, c'est la perception qui m'enseigne. Parfois, vous avez, je dis, j'ai écouté un économiste la dernière fois qui disait mais qu'on a de faux enseignants. Oui, Parce que il faut enseigner ce que vous pratiquez. Exactement. oui, je vais vous arrêter Oui. sur cette question pour être un peu taquin, c'est la deuxième fois. Et On a une floraison, tout le monde l'a constaté, floraison de coach. C'est juste ça peut paraître une boutade dans notre coach. Oui, qui les enseigne, coachs. qui enseigne l'entrepreneuriat. C'est ça. Il y en a, je pense qu'il n'y a pas le développement personnel, il y a l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça révèle? Bon, je vous pose la question directement. Non pas que vous êtes complètement... Comment vous observez ce phénomène? Parce que parfois, moi, plusieurs fois, des gens, des observateurs, des parents me disent, mais bon, oui, ces gens qui enseignent l'entrepreneuriat, pour la plupart, beaucoup n'ont jamais exercé. Comment on peut voir ça? Est-ce que c'est pas un indicateur assez crispant, assez angoissant pour notre Je suis petit... heureux d'être devant une vraie coach. Vous voyez, c'est un paradoxe. Hein? La première fois qu'on s'est venu, on s'est vu à Benin Investment Forum. Elle était dans un panel. Et après mes réactions, les échanges, il y a des jeunes qui se sont rapprochés de moi, qui ont voulu prendre mes contacts. Et après, je les ai invités au cabinet et on a échangé. Dans leur parcours, elles m'ont parlé de plusieurs années de coaching et tout ça. J'étais surpris que c'est le jour-là, ils me demandaient comment on crée une entreprise. Je vous jure, j'étais surpris qu'ils ne savaient même pas où on crée une entreprise au Bénin. Ce qu'ils disaient. Heureusement, le gouvernement actuel a vu bien et il y a une nouvelle stratégie pour changer la donne en termes de formation technique et professionnelle. Le gouvernement a voulu inverser la donne. 70% de technique et de professionnel contre 30% pour le général. Le problème qui se posait avant, vous l'avez dit, on a des écoles de formation professionnelle technique. Mais pour fabriquer un professionnel, l'écosystème doit être composé à la fois de l'école, mais de l'entreprise qui accueille pour le stage. Vous allez dans la Takura, il y a combien d'entreprises là-bas? Même si à lycée agricole. Il y a combien d'entreprises pour accueillir chaque année les élèves pour les former? C'est de cela qu'il s'agit. Dans le Borgou Alibori, il y a combien d'entreprises? Vous prenez les deux KP, il y a que Yapéonko, que vous avez une usine de grenage. Dans le plateau. En dehors de Kétou, il y a une usine de grenade. De Kétou jusqu'à Porto-Novo, il y a combien d'entreprises? Entreprises pour accueillir des stagiaires, pour lui apprendre ce qui se fait réellement. C'est de cela qu'il s'agit. Donc un ingénieur qui quitte l'EPAC, il n'est jamais allé là où on fait l'eau. Comment vous voulez qu'il soit capable de faire tourner? Posez des questions aux chefs d'entreprise qui ont entrepris des choses lourdes dans ce pays. Ils ont dû amener les expatriés pour faire tourner leurs appareils. Donc, ce qu'il disait, c'est un élément important, donner l'occasion de développer encore. Mais en dehors de l'État, c'est aussi le rôle des chambres de commerce, de la chambre de commerce. En France, vous voyez, les chambres professionnelles jouent un rôle important dans la formation professionnelle, dans l'éclosion, de la création des conditions favorables à l'éclosion des entreprises. Et les vrais coachs devraient être des chefs d'entreprise, des gens qui ont fait le métier. Ils viennent parler, ils viennent vous coacher, justement. Si vous n'avez pas été joueur, vous pouvez devenir coach du jour au lendemain. En tout cas, il faut au moins avoir été piètre joueur. Avant de revenir, mais finissez ce que vous... Oui, donc je voudrais dire, donc même dans la formation de la compétence, il faut mettre l'accent sur un élément important, c'est l'esprit de créativité. Voilà. Ça, c'est un élément, vous avez vu, tout à l'heure, donner l'exemple. Est-ce que l'écosystème est vraiment favorable? Mais en dehors de ça, c'est qu'on doit donner le goût de créateur, de créativité. Mais pour donner le goût de créativité à quelqu'un, il faut que celui qui l'enseigne, qui voit que c'est un créateur, il doit l'inspirer. C'est ça. Mais très souvent, ceux qui viennent parler, qui les forment, ils n'ont pas une femme. Si c'est un agro, il n'a pas une femme, lui-même ne fait pas. Je suis en train de voir, vous voyez un peu l'impact qu'un enseignant, par exemple, qui enseigne l'agronomie, qui dit, bon, on a coup, il est sorti de ça avec ses bottes, il est venu enseigner. Ouais, c'est pas le même impact.
Quand l'enseignant qui est venu faire l'agronomie, qui est porté vers et autres, ouais, il doit être un inspirateur. Le coach doit être un inspirateur. Pour inspirer, Voilà. il faut être comment Il y a dire, un problème de modèle. de modèle, voilà. Voilà. Donc en fait, on peut, c'est cela qu'il faut intégrer en fait dans la formation. C'est-à-dire former les créateurs. Et pour créer, il faut savoir observer son environnement. De quoi mon environnement a besoin. Très souvent, en fait, nous n'observons pas l'environnement. Or, tout ce qui a été créé par l'homme est parti d'abord de l'environnement, de la nature. C'est en observant la société, en observant la nature qu'on a créée. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un système éducatif qui oriente nos enfants sur l'observation? Ouais, en période de crise, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui mettent les deux bras sur la tête et disent « Sauvez-moi ». Et il y a ceux qui observent les acteurs de la crise. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'eau là? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin, de carburant ici? Je vous dis, il y a un opérateur dont je tais le nom qui, au temps fort de la guerre, en Côte d'Ivoire, il livrait. Les gens faisaient la guerre, mais il observait que ceux qui faisaient la guerre avaient besoin de carburant. Il allait charger le carburant, le frelaté au Nigeria, et il transportait jusqu'à la frontière du Ghana. En une année, il a fait 4 milliards de chiffre d'affaires. Oui. Alors donc, est-ce que nous avons un esprit qui capte l'œil pour le qui besoin. capte les Oui. opportunités? Oui. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'en fait, pour accueillir des stagiaires, il faut dire qu'il y ait des courageux qui créent. Donc, moi, je pense, dans la formation de la compétence, il faudrait mettre l'accent et faire en sorte que ceux qui viennent enseigner soient vraiment des coachs qui inspirent, pas des théoriciens. Voilà. Tout est à ce niveau. D'accord. Oui, je reviens avec ma question. Comment se fait-il que le terrain, le champ de l'entrepreneuriat en griffe semble, je dis semble, c'est pas des chiffres, semble être préempté par des coachs de tout genre. En fait, est-ce que c'est l'activité prend tellement de force et d'énergie que ce qui fait que les entrepreneurs véritables eux-mêmes n'ont pas le temps d'aller transmettre leur savoir, et du coup on est là avec ceux qui en parlent très bien mais en savent très peu. Moi j'ai envie de dire que quand même le Bénin est connu comme le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest. On est connu pour être ceux qui forment les autres. Ouais. On est connu pour être doué en formation. Si vous allez en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans les pays de l'Afrique centrale, dans la sous-région, plusieurs étudiants vont vous dire oui, moi j'ai été formé par un Béninois en maths, j'ai été formé par un... J'ai l'impression qu'en réalité, que nous sommes nés pour faire des services. Pour être, au lieu de produire, nous sommes plus adaptés dans le rôle de service, quoi. Nous sommes là pour coacher, pour accompagner, pour former, je sais pas si vous voyez, on n'est pas très industriel. Soit on est commerçant, soit on porte des costumes et puis on va faire des formations. C'est plus ça. Je crois que c'est parce que c'est sociologique. C'est sociologique. Je pense que ça va au-delà. Les gens ne le font pas par plaisir. Nous sommes vraiment doués pour former. Nous sommes doués pour être des théoriciens au Bénin. Maintenant, il n'y a pas de la place pour beaucoup. Les théoriciens, là, tout le monde ne peut pas être théoricien. Il faut bien qu'il y ait des gens qui mangent. Donc, du coup, les gens vont au champ et vont cultiver. Et puis après, quand on regarde sur YouTube, on voit qu'on peut faire des choses sympas. On commence par gribouiller quelques petites choses. On se lance dans la production du solabi. Je prends mon exemple. On trouve que c'est sympa. On se fait interviewer à la télé. On trouve que bon, ça donne un ensemble assez bien. Et puis, les gens appellent ça entrepreneuriat. Bon, ben, je suis devenu entrepreneur. Mais en réalité, en fait, je pense que le Béninois est bon pour coacher. Oui, est-ce que oui, bon, ce que je veux dire pour continuer à creuser dans ce même sens, est-ce que fondamentalement l'entrepreneuriat ça s'enseigne? Est-ce que réellement l'entrepreneuriat, est-ce que votre expérience de tout ce que vous avez eu jusque-là, est-ce que concrètement ça peut se transmettre? Ouais, moi je vais le dire. Non. J'ai été formée en création et gestion d'entreprise. Et c'est pour cela que j'ai pu tenir depuis 5 ans dans ma filière. Au-delà du fait qu'on passe les premières années d'excitation où le produit est nouveau, tout le monde vous regarde parce que vous faites un produit qui sort de l'ordinaire. Pour tenir quand même dans la danse, il faut avoir un background. Parce que si vous n'avez pas une formation, vous ne pouvez pas analyser le marché,
prévoir le comportement du marché après tel ou tel événement. Quand il y a eu le Covid qui est venu, nous, on a eu l'idée d'aller prendre des consultants et de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le Covid, on ne connaît pas le marché aussi bien que vous, on a pris des consultants. Mais tout le monde ne va pas prendre des consultants, on va dire non, c'est du gaspillage d'argent, tout ça. Mais c'est parce que quelque part, on nous a enseigné une certaine intelligence en termes de gestion d'entreprise, que nous allons vers des consultants pour leur demander, ok, quand on est face à un problème, qu'est-ce qu'on fait? Et ils nous disent, ok, Covid arrive, faites le dos rond et puis observez. Réduisez toutes vos charges et faites le dos rond. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et quand même, nous, on s'en est sortis. Donc, je pense qu'il faut quand même... il faut une base. Une base pour tenir. Pour tenir. Oui. C'est la même Vous question. savez, Oui. c'est pourquoi il faut décourager les discours que les gens utilisent ici. On n'a pas besoin de faire de longues études. Non, c'est pas possible. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, celui qui crée doit être plus intelligent que... Il doit avoir plus d'habileté que tous ceux qui l'entourent, hein, pour voir les opportunités. Il faut lire beaucoup. Oui, mais on vous dira... Il faut... Pas pour ne pas vous couper, on vous dira qu'il y a beaucoup d'analphabètes qui sont devenus des milliardaires. Non, ils brassent beaucoup d'argent, mais ils ne font pas de bénéfices. Des chefs d'entreprise. Vous parlez d'entreprendre. Des chefs d'entreprise. Dans le pays, vous avez des commerçants, vous avez des débrouillards. Ne venez pas me dire que tous s'appellent, ils ont le même titre. Hein? Un PDG de Bolloré, c'est un chef d'entreprise, n'est-ce pas? Un Kidam du coin, ici, est un chef d'entreprise. Vous pouvez comparer les deux? Celui qui est à l'international parle de milliards d'euros. Non, un métier, ça s'apprend. Entreprendre un bon hôtelier, pour avoir un très bon restaurant, il faut avoir étudié, il faut avoir appris de quoi il s'agit. Parce que tu peux préparer aux gens à toi quoi, comme l'autre peut préparer ses vies à l'Élysée. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas minimiser le système d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, tout dépend du niveau. Quand vous allez atteindre un niveau, vous managez une entreprise de 10 000 hommes, vous ne pouvez pas la gérer avec des connaissances basiques. Hein? Non, c'est plusieurs niveaux. À chaque niveau, ces exigences en termes de savoir, de savoir-faire. Et donc, à chacun son métier. On ne vous demande pas de tout connaître. Si vous avez des problèmes juridiques, adressez-vous à un avocat. Si vous ne savez pas qu'il vous faut solliciter, vous ne le ferez pas. Vous irez, vous allez perdre beaucoup d'argent dans les télécoms dans ce pays. Rappelez-vous, au début, quand on a ouvert le secteur, il y avait des compatriotes qui étaient dans le secteur. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont disparu parce que ce n'est pas des professionnels. Les professionnels sont restés. On est d'accord? Dans le numérique. Donc, si vous n'êtes pas pro, vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas le background qu'il faut, vous allez démarrer, vous allez vous débrouiller, après vous disparaissez. Parce que ceux qui restent, c'est les vrais pros, qui anticipent, qui ont le background requis, qui s'entourent des équipes. Eh bien, vous êtes une entreprise, vous avez eu la chance de créer, recruter. Vous connaissez la structure de nos PME? Je suis dans une organisation patronale, je sais de quoi il s'agit. Puisque vous n'avez pas le background, vous ne connaissez pas l'importance d'avoir un bon comptable bien formé. Vous n'appréciez pas la chose de la même manière. Recruter un ingénieur, on dit, bon, un informaticien, on prend quelqu'un qui a fait opérateur de saisie. Parce qu'on compare celui qui a fait une école d'ingénieur à quelqu'un qui a fait informatique de 3 semaines à côté. Les deux s'appellent de la même manière informaticien. Si vous n'avez pas le background, vous ne pouvez pas apprécier. Pour être restaurateur, on va dans une grande école d'hôtellerie. On passe concours pour y entrer. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on commence à sensibiliser les nôtres pour que chacun, même pour être footballeur, on va à l'école. Ou bien. Donc, arrêtons de penser qu'on peut entreprendre de grandes choses avec de petites connaissances. Non, il faut aller à l'école. Et apprendre aussi à côté de ceux qui savent le faire, à côté des devanciers. C'est de cela qu'il s'agit, même dans la forge. Parce que les forges, les artisans, l'artisanat, celui qui fait l'horloge, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein? Les grandes marques, c'est des artisans qui sont derrière, qui ont accumulé des siècles de pratique, qui les ont codés, codifiés. Ça s'apprend. Et donc, d'où la question de compétence évoquée par le chef de l'État.
est au cœur du développement de notre pays. La compétence doit revenir au cœur. On doit développer des systèmes qui permettent aux gens d'apprendre, de maîtriser, avant de prétendre créer, offrir quelque chose dans un marché concurrentiel. Vous voyez notre rythme, nous sommes lents. Allez sur les chantiers. Aujourd'hui, les Chinois travaillent tout le temps. Les nôtres étaient habitués à travailler jusqu'à vendredi, se reposer samedi et dimanche. Oui, il faut bien aller faire la fête. Bien sûr. C'est une Mais économie, dans une hein, compétition, attention, c'est une économie aussi. Attention, Voilà. ça nous arrange, Et ouais. ça- Non, attention. Donc, c'est la même problématique. Parce qu'on il nous reste à peu près 10 minutes. Mais moi, je voudrais prendre un peu à compte-pied, sans remettre Oui, en monsieur cause Zine, voilà. Monsieur Madi pour Voilà. dire que, en fait, vous savez, si, c'est pas forcément le diplôme qui détermine. Non, le la diplôme classe. n'était pas forcément Pas la la compétence. Oui. Non. Et c'est pas le diplôme non plus qui détermine la richesse. Non, c'est la compétence. Alors, tout professionnel doit être dans l'apprentissage permanent. Aujourd'hui, pour être chef d'entreprise, vous devez être polyvalent. Vous savez comment les relations avec les autres, puisque vous gérez une équipe, vous devez savoir former des équipes, comment coacher des équipes, vous devez savoir motiver tous les compartiments de votre entreprise, vous devez maîtriser la planification. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas faire, il ne faut pas tomber aussi dans le piège de l'hyper-spécialisation. L'hyper-spécialisation ne fait pas devant un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il a plusieurs compartiments, plusieurs compétences. Ça, c'est d'abord quelque chose de très important et il doit être dans l'apprentissage permanent. Alors, je voudrais mettre l'accent sur deux choses. Dans le cas du Bénin, c'est comment former une équipe. J'ai entendu dire le président dire si vous n'avez pas, vous n'êtes pas intelligent, il faut avoir l'intelligence de savoir choisir, Les intelligences. S'entourer. des plus intelligents. Donc, ce qui veut dire quoi? Si vous n'êtes pas intelligent, il faut avoir l'humilité. Et si vous avez l'humilité, et vous pouvez choisir ceux qui sont plus intelligents. Et il faut les faire travailler en équipe. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au Bénin, nous ne savons pas travailler en équipe. Et madame l'a dit tout à l'heure, madame a dit candidat dit tout à l'heure, on ne sait pas travailler en équipe. On est très individualiste. Mais ça aussi, ça s'apprend. Pardon? Ça s'enseigne, ça s'apprend. Bien sûr, le travail en équipe, ça s'apprend. C'est quelque Donc chose on en revient toujours à l'éducation. à l'éducation, ça va travailler en équipe. C'est pourquoi moi je dis, même déjà à l'école, il faut habituer les enfants aux jeux d'équipe. Où on n'est pas tennis de table et autres, mais là où Aux exposés où- collaboratifs. Voilà. Pour développer que j'ai besoin de lui pour faire avancer les choses. Ça, c'est très important. Moi, j'insiste aujourd'hui pour un enfant, il faut lui apprendre à travailler en équipe, à jouer. Les jeux d'équipe, on se complète. Ça, c'est très important parce que tu ne peux pas partir seul. Deuxièmement niveau, c'est au niveau du mental. Nous avons parfois un mental défaitiste, c'est-à-dire qu'à la première difficulté, on abandonne. Un entrepreneur, ça dit on apprend l'entreprise à travers les échecs successifs. C'est en échouant, vous apprenez de vos échecs et vous vous relevez. Vous ne verrez jamais un chef d'entreprise qui a réussi, dit tout a été linéaire. Il a échoué plusieurs, pas une fois, pas deux fois. Mais il a appris de ses échecs. Très souvent, quand nous échouons, en fait, nous sommes dans un système un peu scolaire où on a dramatisé en fait l'échec. On sanctionne quand tu échoues. Alors que c'est pas l'échec qu'on apprend. Alors donc c'est le système, quand on prend le système anglo-saxon, c'est quand tu fais des erreurs, on t'applaudit, oui, tu peux mieux faire. Mais quand tu fais erreur, si on te donne 0, on dit, mais tu es un raté, tu es ceci. C'est pourquoi on doit changer vraiment de mental. Il faut l'enfant qui échoue, quand il a une mauvaise note, au lieu de le blâmer, tu dis, mais tu es très insécure, toi, ça, il faut l'encourager autrement. Nous avons un système qui en fait sanctionne l'erreur. Alors que c'est l'erreur qui permet de se bâtir. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que nos enseignants ont ça? Est-ce que le système scolaire a préparé nos enseignants à porter cette forme de savoir-faire au niveau de nos apprenants? Il y a aussi nos familles. Bien sûr, ça c'est du côté de la famille aussi, il faut changer le discours. Il y a des parents aujourd'hui, jusqu'à ce jour, va à l'école, fait vite pour trouver un emploi dans l'administration publique. C'est terminé. C'est terminé depuis. Aujourd'hui, donner une telle éducation, en tout cas, moi, c'est ce que mes parents me répétaient, il faut vite te retrouver dans l'administration, tout ça. Mais c'est terminé. L'administration, il y a encore au Bénin, peut-être quand les gens, ils ont déjà réalisé la transition. C'est le privé qui a le pouvoir de l'emploi.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend les statistiques, l'État reste encore... comment? Non, l'État est encore le gros employeur, encore au Bénin. Mais d'autres pays ont réalisé la transition. Le pouvoir d'emploi, c'est le privé. Donc, il faut aussi cette mentalité change. Quand on dit, tu peux créer, encourager plutôt les enfants à créer des entreprises, les soutenir dans l'effort. Donc, moi, je pense que l'État va jouer son rôle. Les parents, le ménage doit jouer son rôle pour dire, voilà, il faut encourager à créer. Et au niveau maintenant de l'école, il faut promouvoir les valeurs, certaines valeurs, hein, l'équipe, constituer l'équipe. Comment dire, le travail, le développement personnel aujourd'hui prend la solidarité. Il faut promouvoir certaines valeurs qui doivent accompagner en fait tout cela. On va faire un dernier tour de table. Le gouvernement a initié, hein, je le disais en introduction, le mois d'octobre, mois du consommant local. À votre avis, à la fin de cette échéance, comment pourra-t-on évaluer? Je ne dis pas qu'un mois suffit pour le faire, c'est déjà une très bonne initiative, mais quelle doit être la dynamique? Si vous devez donner un seul, quelle doit être la dynamique de la puissance publique pour inciter cet environnement quand même qui de plus en plus dont vous êtes un des représentants, cet environnement qui quand même bouillonne de plus en plus. Quel serait un axe, l'axe sur lequel, d'après vous, le gouvernement peut jouer, la puissance publique, hein, peut jouer pour inciter à l'atteinte de cet objectif? Je pense que le pouvoir public, ce qui est bien avec ce pouvoir, il faut voir. Oui, ce qui est bien, c'est que ils ont, je vais le dire aussi basiquement, ils aiment l'argent. Donc ils ont compris comment on gagne de l'argent. Ils ont compris qu'il faut qu'il y ait des industries pour pouvoir gagner de l'argent. Pour créer de la valeur. Pour créer de la valeur. Ils ont compris que ça marche comme ça. Et donc, je me dis que, à travers ce mois du consommant local, moi, je vois peut-être en fait, le gouvernement prend les producteurs locaux au sérieux. Et veut voir peut-être, ils veulent sous-peser peut-être quels sont les producteurs locaux qui ont quand même assez de... Je ne vais pas dire background, mais qui produisent des produits qui sont utilisés dans le quotidien ou qui peuvent donner de grandes industries, etc. J'en sais rien. Et je me dis que ceux qui vont porter le flambeau haut durant cette période vont peut-être se faire accompagner par le gouvernement à travers des investissements, j'en sais rien. En fait, c'est ce que moi je souhaiterais, quoi. Il faut vraiment que le gouvernement nous aide à grandir encore plus que ça, nous accompagne parce que nous les producteurs, nous seuls, le gouvernement doit faire notre atalakou. On le dit basiquement comme ça. Regardez un jour, récemment là, le président a reçu l'ambassadeur de la France qui partait, je crois, dans un salon en osier. Oui. C'est passé sur toutes les pages. Tout le monde a partagé. Les gens étaient contents, les gens étaient fiers. Et tout d'un coup, ceux qui font des meubles en osier ont commencé par faire de la pub. Ils ont surfé sur la vague. Niche, et donc, du coup, les gens ont commencé. Je suis sûr que les gens se sont mobilisés tout autour pour commander. En réalité, l'État est notre plus gros commercial. Nous, les producteurs locaux. Si l'État commence par mettre les produits locaux en valeur, non seulement les consommateurs vont l'accompagner, vont consommer, mais en plus, l'État a le pouvoir d'injecter suffisamment de ressources pour qu'on puisse grandir. Donc moi, c'est ce que j'espère à la sortie de ce mois-là. Vraiment, c'est ce que j'espère. Merci. Oui, merci. Comme elle a dit, l'État, c'est pas que l'État central. Il y a les collectivités locales, les communes, nous en avons 77. Les agences, les projets, programmes, le secteur privé aussi. L'État donne l'impulsion, montre la voie. Il appartient aux acteurs dans chaque corporation de démultiplier l'initiative. Vous voyez, dans chaque commune, aménager un espace des fois régulier pour que le public ait l'occasion de découvrir ce qui se fait chez nous. Les acteurs dans chaque branche d'activité, je prends le textile, on a vu ces derniers temps des compatriotes qui commencent à émerger et donc avec la Covid, on a vu les masques, vous voyez, nos artisans ont débordé d'imagination. Voilà, donc que les acteurs eux-mêmes prennent d'initiative. Et donc pour organiser des forats, donc c'est-à-dire des foires, c'est-à-dire mobiles par exemple, pour faire en sorte que leurs compatriotes découvrent ce qu'ils font. Parce que
En termes de démarche, comme on disait tout à l'heure, vous savez, dans chaque village du Bénin, vous avez un Ibo et un Baba. Ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire que l'entrepreneur, il est à Cotonou, le Bénin s'arrête à Cotonou. Vous allez à Karimama, vous ne le voyez pas. Donc, c'est pas que forcément lui-même, il doit se déployer physiquement. Il y a des modèles de distribution qui sont connus. Il faut qu'ils aillent à cette école-là pour apprendre les franchises, je ne sais pas, il y en a plein. Donc, vous avez un savoir-faire, mais vous n'êtes que connu qu'à Cotonou ou dans les grandes villes, alors que le pays va au-delà. Donc, l'État fait ses efforts à travers ces démembrements, les collectivités locales qui créent des conditions. Par exemple, dans les communes, vous avez des maisons des jeunes qui sont abandonnées. Des maisons des jeunes qui sont abandonnées, mais c'est des édifices publics qui servent beaucoup plus à accueillir les meetings politiques qu'à accueillir des événements commerciaux. Il y en a de moins en moins, il faut oui, mais on continue à en avoir. Donc, ça veut dire que tout le monde doit jouer sa partition. L'État, le secteur privé à travers les organisations, mais les acteurs aussi, branches d'activité par branche d'activité, prennent leurs propres initiatives. Nous avons des fêtières, des interprofessions dans le secteur agricole, dans l'artisanat. On a des centres de promotion, donc que même ils démultiplient ces initiatives pour que le public béninois découvre davantage ce qui se fait et aussi ils vont les écouter pour améliorer ce qui se fait. Voilà ce que je pense et c'est une initiative à saluer. Le dernier mot. Oui, merci beaucoup. Merci. Non, je vais abonder dans le même sens que M. Madidipo dit. En fait, pour que le mois du consommant local ne soit pas un slogan, il faut vraiment qu'il y ait que tous les acteurs se tiennent. Moi, je me dis, pour ce mois, tous les acteurs politiques, chacun doit descendre dans sa commune. C'est ça. Et organiser les producteurs, on fait la foi. Normalement, on doit accueillir la foi dans les 77 communes. Ça doit être quelque chose qui doit s'approprier. Dès lors que le gouvernement a lancé, que chaque commune organise la foi. Et puis, c'est la période aussi où on doit distinguer les meilleurs producteurs. On doit, ça doit être une fête, en fait. Ça doit être une fête nationale où, comment on appelle, les différents acteurs, l'État, ils donnent le ton, et les collectivités locales organisent des foires dans leur commune, les acteurs politiques se déplacent, on fait des distinctions. Et ça doit être l'occasion aussi pour des ménages de sortie, pour aller découvrir. Ça doit être, en fait, on doit se tenir. Aux entrepreneurs d'aller dans les écoles, par exemple. Aux entrepreneurs, les partenaires financiers disent, voilà comment on peut, la chambre consulaire, si tu veux créer ton entreprise, voilà. Donc, la foi au cours du mois du consommant local doit être... quand on va à cette fois-là, on doit avoir des réponses à des questions. Comment je crée mon entreprise? Qu'on voit les acteurs ce qui se crée. Moi, je pense que, pour ma part, c'est resté un peu... ça demeure un slogan. Oui, alors qu'il faut sortir. Il y a le Covid aussi qui est un peu limitant. Non, mais c'est pas la première fois que nous le faisons. C'est pas la première fois. Non, le mois du consommant local, c'est la première année que ça a été décrété. Comme ça. Non, peut-être moi. Nous avons toujours parlé du consommant local. Mais on peut formaliser en fait une fête nationale. On célèbre nos producteurs locaux, on célèbre vraiment la créativité. C'est là où, moi je dis, au lieu de passer dans les communes, on dit, bon, faut lancer des compétitions, coupe pour le meilleur producteur, la meilleure production, le meilleur artisan, c'est l'occasion et ça doit se faire partout. Donc moi je pense, nous-mêmes, en tant que maire, on doit sortir pour acheter, pour encourager, même si c'est cher, j'achète pour t'encourager. Parce qu'en fait, le consommant local, ce qu'on n'a pas assez dit au cours de l'émission, ça permet en fait de créer des emplois. Parce que si je suis vendeur de bouillie et que j'ai 10 consommateurs tous les jours et que les consommateurs deviennent 100, 200, je suis obligé d'acheter plus de casseroles, de recruter plus de main-d'œuvre. C'est que ça crée en fait l'emploi, le consommant local. Et donc nous créons emploi. Si on soutient en fait, si nous soutenons les produits, nous consommons les produits, nous donnons la main aux chefs d'entreprise de recruter la main d'œuvre. Donc voilà un peu ce que vous avez dit. Oui, je voulais quand même préciser parce que j'étais là-bas au lancement. Donc j'ai bien compris qu'en réalité, cette année, ils ont voulu décréter ça malgré le Covid. L'événement a eu lieu quand même pour le faire, pour mettre en avant le consommant local. Mais je pense que pour les années à venir, ce sera mieux organisé. Je ne prends pas leur défense, mais j'espère quand même que ce sera mieux organisé et que c'est à cause du Covid. Sinon, il y a plein de formations que la CCIB fait. Moi, je suis à la CCIB tout le temps depuis quelques mois. Depuis qu'ils ont changé d'équipe, je le dis souvent aux gens, la CCIB a changé d'équipe. C'est une équipe beaucoup plus dynamique.
ils y vont à leur rythme, mais ça change déjà de ce que nous avions avant ça. Du coup, ils font des formations pour les jeunes entrepreneurs, comment trouver du financement, comment créer son entreprise, comment cibler son marché, etc., etc. Donc, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Je n'aurais pas Comme pu je l'ai dit, sortir nous avons de ce 12 débat sans... départements, Nous avons 12 départements. Oui. J'ai eu l'occasion de le dire à l'équipe de la CCIV la dernière fois. Vous savez, pour créer une entreprise, si vous êtes à Ouessé, vous devez venir jusqu'à Abomey. Ouais. Donc, nous avons 12 départements. C'est aussi simple. Créer 12 régions économiques. Dans chaque département, tout au moins, on doit avoir toutes les facilités qu'il faut pour accéder à l'information sur la création Encore d'entreprises, que sur vous les pouvez le faire en services. ligne. Non. aujourd'hui. Oui, mais... En ligne, combien de gens ont les moyens d'aller en Le coût ligne? d'accès aussi. Le coût d'accès. Disparité. Monsieur, Mais- Là, on risque d'embrancher sur une autre thématique. Mesdames et messieurs, il vous faut quand voyez même bien. profiter pour Je- saluer les rares réussites de notre pays. Oui, Alors, ceux vous qui en tiennent, faites, voilà. c'était important d'avoir Merci. Ça aurait été le... bien si elle amenait son produit local. Le qui gosse tout. Oui, mais bon, comme c'était un débat technique... Le débat devait se faire dans la sérénité. Mais j'aimerais quand même rajouter quelque chose Oui, qui me allez-y. tient à cœur. Oui. C'est vraiment, je parle encore de la mutualisation des efforts, la mutualisation des coûts et des charges. C'est important si on veut y arriver dans notre milieu. On a trop de producteurs qui se développent dans leur coin. Ce n'est pas possible. En vase clos, on ne peut pas évoluer comme ça. On ne peut pas affronter des gros industriels qui viennent de l'étranger pour... Si on se met chacun dans notre coin et puis on se développe, ce n'est pas possible. On ne peut pas y arriver. Moi, je dis souvent aux gens, si vous produisez de l'alcool, vous êtes dans le même secteur que moi. Je suis un peu plus avancé que vous. Ma marque est un peu plus connue. Vendez-moi votre produit brut. Je vais embouteiller et ça va être vendu sous ma marque. Généralement, c'est ce que je dis à mes compatriotes. On ne peut pas y arriver en étant séparés. Et je le répète encore et encore. Mutualisons les efforts et réduisons les coûts de production. Mutualisons les efforts et réduire les coûts de production. Madame, Messieurs, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de défis qui sont connexes à cette problématique du consommation local. Améliorer la compétitivité, augmenter la production, faciliter les voies et moyens d'optimiser le coût de revient final. Tant de défis et tant de questions que nous n'aurons pas eu le temps d'aborder. L'essentiel aura été quand même de poser cette question du consommation local au-delà du slogan, parler un peu, avoir les retours du terrain, voir sous quel aspect cet objectif peut être atteint. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous, Madi Dizine, je le rappelle, vous êtes consultant développement local et en recherche de financement, en montage financier, on va dire. Martin Augustin, économiste financier. Mabel Adekambi, chef d'entreprise, promoteur, je le rappelle, de King of Soto. Merci à vous et à lundi prochain pour un autre débat technique. Merci.